Comment avez-vous trouvé l'idée de la convention et avec qui? Est-ce que le langage est-il adapté aux enfants? Est-ce que vous avez demandé l'avis des enfants des différents pays quand vous avez écrit la convention? Si vous divisiez les grands thèmes de la convention, qu'est-ce que vous diriez? Je m'appelle Élise, j'ai 10 ans. Nous sommes ravis de vous rencontrer et nous vous remercions de nous donner de votre temps. Bonjour, je m'appelle Camélia, j'ai 10 ans, je suis membre de l'Académie Aide et notre association, elle aide à faire connaître les droits de l'enfant aux enfants tout en créant des ressources pédagogiques et à être acteur de leurs droits. Bonjour, je m'appelle Zoé, j'ai 11 ans et je suis membre de l'Académie Aide. Bonjour, je m'appelle Lina, j'ai 10 ans et demi et je fais partie de l'Académie Aide. Bonjour, je m'appelle Louis, j'ai 9 ans et demi et je fais partie de l'association Aide. Bonjour, je m'appelle Maë, j'ai 8 ans et demi et je fais partie de l'Académie Aide. Bonjour, je m'appelle Gabriel, j'ai 9 ans et demi et je fais partie de l'Académie Aide. Bonjour, je m'appelle Léon, j'ai 8 ans et demi et je fais partie de l'Académie Aide. On va commencer par le contenu. On commence par le contenu. OK. Comment avez-vous trouvé l'idée de la convention et avec qui? C'est pas moi qui ai trouvé l'idée. Alors là, ça c'est... En fait, il y avait, en 79, il y avait une année internationale de l'enfant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, parce que vous étiez légèrement pas né à ce moment-là. Mais les Nations Unies ont proclamé 1979 comme l'année internationale de l'enfant. Et c'est à cause de ça que la Pologne, le gouvernement de la Pologne, a décidé que ce serait très bien si on avait quelque chose qui marquerait cette année internationale pour toujours. Et donc, ils ont proposé qu'il y ait une convention qui serait ratifiée par autant d'États possibles et que cette convention donc, pourrait être adoptée très vite, ils pensaient très vite, et que donc ça resterait un témoignage, un témoin, si on veut, de l'année internationale de l'enfant. Donc c'est la Pologne qui a fait ça. Et puis je peux ajouter que à partir de là, quand on fait une proposition de convention, on soumet la proposition au secrétaire général des Nations Unies et que lui, il ou elle contacte tous les États du monde en demandant s'ils sont intéressés par cette proposition. Et tous les États ont répondu positivement à la proposition d'une convention, pas du texte que la Pologne avait soumis, mais à l'idée qu'il y ait une convention pour marquer l'année internationale de l'enfant. Est-ce que le langage est-il adapté aux enfants? Pas du tout. Absolument pas. Mais heureusement, il y a des versions de la Convention qui ont été élaborées pour que ce soit accessible aux enfants. Alors, dans les traités internationaux, donc dans les conventions sur quelques sujets que ce soit, on ne peut pas rédiger une convention, que ce soit sur le droit de la mer MER, ou dans n'importe quel domaine, des droits de l'homme ou autre, on ne peut pas rédiger une convention dans des termes faciles parce qu'on est obligé d'avoir des mots très précis qui sont interprétés par tout le monde de la même façon et
qui comportent des termes et des phrases qui comportent des significations que tout le monde comprend dans le domaine. Mais on ne peut pas rédiger une convention en termes que tout le monde comprend. C'est pas seulement les enfants, hein, c'est aussi les adultes. Si j'avais donné la convention à mon père à relire, il comprendrait que la moitié. Hein. Donc, c'est pas seulement les enfants, mais c'est juridique et ça doit rester. Ça doit rester juridique. Comment vous avez choisi les droits? Est-ce qu'il a fallu faire des choix parmi plusieurs droits? Oui, c'est-à-dire que la Pologne a fait un premier brouillon, une première proposition de texte. Et à partir de cette proposition de la Pologne, qui comportait, elle a fait en fait deux versions. Une première version qui était basée sur une autre texte, la Déclaration des droits de l'enfant de 1959. Donc 20 ans plus tard, ils ont repris le même texte et ils ont voulu en faire une convention. Parce qu'une déclaration, c'est une déclaration d'intention, ça n'a aucune force de loi, alors qu'une convention comporte des obligations pour les États. Et donc, là, on avait au départ le texte de la déclaration. Après ça, personne n'était satisfait de cela. La Pologne a fourni un texte amélioré qui comportait, si je me souviens bien, à peu près 26 droits. Et puis, c'est sur cette base-là que les gouvernements ont commencé à échanger leur point de vue, à donner des idées, etc., sur ce qui devrait être dans la future convention. Et là, on y était associés aussi, moi et mes collègues des autres organisations non gouvernementales. Et donc, c'est un long processus parce que il fallait déjà voir si les droits que la Pologne avait choisis étaient bons. Et en général, c'était des bons. Il fallait les développer un peu, mais enfin, les domaines des droits étaient acceptés. Et puis, après ça, il y a les États et les ONG, les organisations non gouvernementales, qui faisaient aussi des propositions. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à avoir une quarantaine de droits dans la Convention, au lieu des 26 ou 27 initialement proposés par la Pologne. Et ce qui était important, je pense, mais ça c'est processus et pas contenu, c'est de savoir que tout ce qui est dans la Convention était l'objet d'un consensus, c'est-à-dire d'un accord commun entre tous les gouvernements qui prenaient part à cet exercice. Donc les propositions venaient un peu de tous bords. Il y a par exemple l'Argentine qui a fait une proposition sur l'identité, le droit à l'identité, le droit de l'enfant à garder son identité. Et ça, l'Argentine a fait ça, je crois, en 85, donc bien après le début des discussions, et ça a été accepté. Et nous, on a fait des propositions aussi, les ONG avons fait des propositions sur un certain nombre de thèmes, y compris l'exploitation de l'enfant, qui ont été acceptés. Et donc, il y avait la base, ce texte de base que la Pologne a fourni, et puis
tout le monde avait la possibilité d'ajouter des droits. Quel a été le droit le plus dur à mettre en place dans la Convention ? Alors voilà, ça c'est une question extrêmement difficile que personne ne m'a jamais posée. Mais c'est évidemment une excellente question. Quel est le droit le plus difficile? Alors peut-être, en tout cas, il y a un droit où la plupart des États et toutes les ONG, toutes les organisations non gouvernementales étaient furieuses parce que ça n'allait pas assez loin. Et on a essayé. Ça, c'était l'article sur les enfants qui participeraient au conflit armé, aux guerres, quoi. Et là, tout le monde, la majorité des États, toutes les ONG, la Croix-Rouge, UNICEF, etc., voulaient que ce soit à 18 ans que l'enfant ne pourrait pas participer à des conflits armés avant 18 ans. Et certains pays n'étaient pas d'accord. Alors, puisque tout était par consensus, il a fallu respecter ces pays-là qui refusaient de bouger. Et donc, dans la Convention, on a l'âge de 15 ans. Qu'on ne peut pas participer on peut pas faire participer un enfant au conflit armé en dessous de 15 ans. Et heureusement, après, il y a eu un autre texte qui a permis de relever cet âge à 18 ans. Mais pour la Convention, c'est une des... Je dirais c'est un peu une honte qu'on n'ait pas pu faire ça directement dans la Convention et qu'on a toujours cet âge de 15 ans. En quelle langue la Convention originale a-t-elle été écrite? En anglais. Où est-ce qu'elle est gardée, la Convention originale, aujourd'hui? Je suppose à New York. C'est évidemment le siège de l'ONU, des Nations Unies, donc à New York. En quelle langue avez-vous parlé avec les dirigeants des pays qui ont signé? C'est pas les dirigeants des pays qui ont participé, hein. C'est pas les chefs d'État. C'était des délégués, des représentants, parfois des diplomates, parfois des experts en matière d'enfance, mais trop peu malheureusement, beaucoup de diplomates. Et de nouveau, dans la réunion formelle, il y avait la traduction dans les 6 langues de l'ONU, parce que les 6 langues, c'est anglais, français, espagnol, russe, arabe et chinois. Si vous divisiez les grands thèmes de la Convention, qu'est-ce que vous diriez? C'était quoi les grands thèmes? Alors, les grands thèmes, pour moi, c'est ce que j'appelle les 3 P. C'est participer, c'est plutôt, on utilise le verbe, hein, participer, protéger et pourvoir. Et ce qu'on voulait dire par ces 3 P, c'était pour expliquer justement votre question. Ça sert à, ça va où la Convention? C'est quoi les grandes lignes de la Convention? Et on voulait faire ça pour un public très large, pas un public qui connaissent nécessairement le domaine des droits de l'homme ou quoi que ce soit.
Mais donc, on a trouvé ces 3 P pour justement expliquer les grandes lignes. Donc, protéger évidemment les droits à la protection contre l'exploitation, contre la violence, etc. La participation, ben voilà, une preuve que ça a marché. Et puis pourvoir dans la mesure où évidemment il faut fournir à l'enfant des services, l'éducation, la santé, etc. Donc, c'est comme ça qu'on a décrit justement les grandes lignes de la Convention. En quelle année a été faite la Convention des droits de l'enfant? On a commencé à se réunir en 1979, justement, dans cette année internationale de l'enfant. Bien que la Pologne ait voulu que la Convention soit adoptée pendant cette année, on a vite compris que ce ne serait pas du tout possible. Donc, on a commencé avec des réunions, mais une fois par année, une semaine, une fois par année, on s'est réunis officiellement aux Nations Unies pour discuter du contenu. Et ça a duré donc 10 ans. Et en 1989, on est arrivé à la fin des débats et ça a été adopté le 20 novembre 1989. Pourquoi avez-vous écrit la Convention des droits de l'enfant ? Dans les années avant la Convention, on s'est rendu compte de plus en plus que les droits de l'homme ou les droits humains étaient focalisés surtout sur les adultes et que les enfants étaient un peu laissés pour compte. Et quand on prenait compte des enfants, on pensait à ces enfants comme des gens qui méritaient une assistance, qui méritaient une protection, qui méritaient une prise en charge, mais qui n'avaient pas le droit à ça. Et que donc c'était très charitable. C'est que s'il y a un enfant qui est dans le besoin, eh ben, s'il méritait une aide, peut-être qu'il aurait une aide. Mais il n'y avait pas d'obligation à lui donner une aide. Et ce qu'on voulait, c'est que les enfants ne soient plus simplement l'objet de charité, si on veut, mais qu'ils aient vraiment des droits à eux qu'ils pourraient défendre avec l'aide très souvent évidemment d'adultes, mais qu'ils étaient absolument impliqués aussi dans la défense et la promotion de leurs droits. Et donc, on voulait que ce soit dans le cadre des droits humains. C'est-à-dire que souvent, quand on pensait, et encore malheureusement aujourd'hui, malgré la Convention, mais surtout dans les années 70, par exemple 60, 70, quand on pensait droit de l'enfant, on pensait droit de l'enfant ici et droit des adultes ici. Et on crée une espèce de conflit entre les enfants et les adultes. Et par exemple, oui, il y avait beaucoup qui réclamaient que n'importe qui a l'autorité sur les enfants, y compris les parents, que c'était contre les droits de l'enfant. Et donc, il y avait cette espèce d'esprit conflictuel enfant-adulte qui caractérisait l'idée des droits de l'enfant. Et c'était évidemment complètement faux, parce que si on parle de droits, en tout cas droits humains, on parle de droits de tout le monde, et puis
chaque groupe là-dedans, des enfants, des personnes avec handicap, des réfugiés, etc. Chaque groupe a ses propres droits en dessus, ou en dessus, ou en même temps, disons. Mais tous ces droits doivent être absolument compatibles. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un droit de l'enfant qui enlève le droit à quelqu'un d'autre. On ne peut pas avoir une personne vivant avec handicap, par exemple, ne peut pas avoir un droit qui met en cause les droits des autres. Et donc, tout doit se tenir. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup dans la Convention qui, en fait, c'est simplement les droits humains en général. Ce n'est pas spécifique. Par exemple, les violences, surtout les situations vraiment difficiles comme la torture, par exemple, ça c'est un droit humain de tout le monde. Et donc, c'est pour ça que dans la Convention, vous avez vraiment tout un tas de droits que vous trouvez dans d'autres conventions pour d'autres personnes. Pourquoi elle n'existait pas avant? Excellente. Pourquoi ça n'existait pas? Déjà, les droits de l'homme, enfin, au niveau international, hein, les droits humains est relativement nouveau. Hein. C'est vraiment avec la Déclaration universelle des droits humains qu'on a eu en 1948, quand on a vraiment accepté au niveau international l'idée des droits de l'homme, droits humains. Et donc, petit à petit, les choses ont avancé. Il y a eu d'autres conventions sur les droits humains, notamment des conventions assez inspirées par la Déclaration des droits humains dans les années 60 et 70. Et puis, c'était le tour des enfants, si on veut. Et c'est vrai que, à l'époque, c'est très difficile comment dire, à expliquer maintenant comment c'était il y a 70 ans. Les enfants n'avaient pas le genre de possibilités que vous avez de donner votre avis, de poser des questions auxquelles les adultes ne peuvent pas répondre. Et c'était beau, ils n'avaient pas vraiment beaucoup le droit de la parole. Moi, j'ai jamais assisté à quelque chose comme ça. Bon, c'est aussi Cécile et l'équipe là qui sont à l'avant-garde. Mais là, c'était très différent. Le regard sur l'enfant était très différent. C'était vraiment l'enfant, tu te débrouilles, tu pipes pas mot, tu fais ce que je dis, punto, et rien de plus, quoi. Et donc, oui, il n'y avait pas une énorme pression du tout pour les enfants, en faveur des enfants. Mais ce qui a beaucoup changé, c'est quand même dans les années 60, à la fin des années 60, là où il y avait un peu
la révolution dans l'air, quoi. Et la jeunesse en général a eu beaucoup plus de choses à dire, a eu beaucoup plus d'influence, a dit non, nous, on n'accepte pas ceci et cela. Et petit à petit, eh ben ça déjà, au départ, c'était conflictuel, ce qui a mené justement aux droits de l'enfant conflictuel avec des adultes, mais ça s'est passé et on est arrivé beaucoup plus à des questions de droit. Comment avez-vous réagi quand tout le monde n'était pas d'accord? C'était parfois vraiment décevant et donc frustrant. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de convaincre et puis quand on n'arrive pas, on n'arrive pas. Ça fait partie du jeu. Qui et combien étiez-vous pour écrire la convention? Alors, il y avait à peu près, ça variait un peu, hein, le groupe s'est agrandi au fur et à mesure, mais je dirais qu'on a commencé avec une trentaine d'États et une petite vingtaine, une quinzaine, vingtaine d'organisations non gouvernementales. Et on a fini avec probablement 50 ou 60 États qui participaient au groupe de travail et probablement une cinquantaine d'ONG. Où est-ce que vous avez écrit la Convention des droits de l'enfant? Donc, à Genève, aux Nations Unies, salle 12, troisième étage. Et c'était vraiment un endroit qui est devenu un peu mythique, quoi, pour les droits de l'enfant. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une plaque sur la salle qui reconnaisse les 10 ans qu'on a passés. Est-ce que vous avez demandé l'avis des enfants des différents pays quand vous avez écrit la Convention? Oui, d'une certaine manière, mais absolument pas comme on le ferait maintenant. C'est-à-dire qu'il y avait, évidemment, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales internationales ont des antennes un peu partout. Selon les possibilités, les désirs de chaque association, ils allaient faire des réunions pour avoir des idées, pour faire connaître la future convention et aussi avoir des idées sur ce qui devait être là-dedans et comment le faire. Et très souvent, ces réunions, c'était avec des enfants. Par contre, on ne peut pas dire qu'on a fait comme on fait maintenant pour l'application de la Convention. On associe vraiment les enfants à l'évaluation de ce que font les gouvernements avec la Convention. Justement, un des résultats de la Convention, c'est que maintenant, on pose ce genre de questions. On ne se posait pas vraiment la question au départ. Mais avec tout l'encouragement à la participation des enfants qui est dans la Convention, maintenant, on ferait autrement. Dans quel ou quel pays les enfants sont le plus maltraités et est-ce que la Convention les aide? La Convention ne les aide pas directement, bien sûr. Par contre, la Convention donne un certain poids à ceux qui essayent de justement assurer la protection de l'enfant. On ne peut pas vraiment dire dans des termes noirs et blancs, si on veut, est-ce que les enfants sont le plus maltraités dans tel ou tel pays. Dans tous les pays, pour différentes raisons, il y a malheureusement des enfants maltraités.
parfois dans la famille, parfois dans la société en général, parfois exploitation au travail, etc. Et il y a dans pratiquement tous les pays, dans tous les pays, il y a des enfants qui sont victimes évidemment de violences et puis oui, c'est difficile de dire c'est ce pays-là où c'est le pire. Donc moi j'évite de dire ça parce que ce qui est important, c'est que partout, malheureusement, il y a des enfants qui souffrent de violences et de l'exploitation. Merci de nous avoir écoutés tout le long et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Ah ben merci à vous.